Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de décryptage, le format court et vidéo consacré à ce que nous disent les images que Mediapart vous propose chaque mois en invitant des documentaristes, des artistes ou des chercheurs. Aujourd'hui, c'est l'historien Pascal Blanchard que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des directeurs d'un ouvrage volumineux qui s'intitule Sexe, race et colonie, qui est publié aux éditions La Découverte. C'est plus d'une centaine d'auteurs, 1300 documents. On va examiner, regarder ensemble certains d'entre eux. Mais auparavant, vous le dites en introduction, le champ des études de la race, du genre et des colonies, il a quand même été pas mal couvert depuis 3 décennies. Qu'est-ce que amène ce livre, si ce n'est la masse? La vision globale. C'est-à-dire que de comprendre que quel que soit l'empire, quelles que soient les époques, la sexualité est un élément central, pivot de l'histoire impériale. Quand Christophe Colomb arrive en Amérique, qu'on lui offre des indiennes. La perception de ces mondes, ce sont des mondes où les corps, comme les terres, seraient offerts aux colonisateurs. Et en même temps, le sexe va être régenté et il va faire peur à cause du métissage. Donc tout ça a été intimement lié pendant 5 siècles et on en est aujourd'hui les héritiers. C'est ça qu'on a voulu raconter avec une dimension monde, tous les empires, Amérique compris, et avec des regards qui entrecroisent, puisque il y a 20 ans, un livre comme ça aurait été impensable parce que plein de chercheurs ne travaillaient pas sur des questions hyper pointues qui aujourd'hui sont largement développées dans les universités américaines, indiennes, africaines ou américaines. Et jusqu'à quel point, justement, on peut comme ça mettre en comparaison les rapports entre race, sexe et colonie dans l'Empire français, dans l'Empire britannique ou même aux États-Unis avec la ségrégation raciale? Parce qu'il y a 2 frontières qui existent. Dans tous ces systèmes politiques, dans tous ces systèmes de domination, 2 frontières existent. C'est celle de la sexualité qui est par définition régentée. Il y a des lois, des règles, des interdits sociaux ou politiques, des interdits de toucher la femme blanche, qui marchent aussi bien dans la société américaine qu'en Papouasie ou en Australie, des interdits aussi de comment aller au bordel, une réglementation d'hygiène, une capacité à penser la sexualité dans sa différence interraciale comme quelque chose qui doit être normé, et en même temps, la peur de cette sexualité qui pourrait produire de l'impureté. Ça a existé partout. Partout, ça a été à la fois du fantasme, des avancées, des reculades, de la violence, de la tolérance aussi, des fois de la fascination. C'est aussi ce qui est quelque part incroyable. C'est que dans les premières images, vous avez des images où ces corps hauts fascinent. Vous n'avez pas que de la violence. Il y a de la violence, de la domination, de la fascination, de la sexualité, puisque des couples aussi ont existé, des enfants métis qui ont... L'Indonésie est une population au moment des indépendances qui a plus de 600 métis. Donc tout ça est une histoire incroyable dont on pense qu'elle est en fait un des détails de cette histoire coloniale, alors qu'en fin de compte, elle a régi la vie de dizaines de millions de personnes sur plusieurs générations, parce que leur place était définie à l'aune, certes, de la couleur de leur peau, mais aussi de leur sexe. Et comment alors justement, vous en avez déjà parlé, ces rapports entre colonie, race et sexe ont fait face à la question du métissage? La peur. Le métissage, c'est le résultat d'une sexualité qui fait peur. Et en même temps, dans certains empires, comme les Portugais par exemple, c'est une solution. Si tout le monde était métis, il n'y aurait plus de problématique de race et nous aurions un empire puissant. En Inde, on interdit systématiquement aux représentants de la couronne britannique d'avoir une femme locale. Et en même temps, on suggère que ce serait bien qu'il en ait une parce qu'il pourrait mieux s'intégrer socialement dans les pays où ils sont. En fait, c'est un éternel paradoxe. C'est-à-dire qu'entre race et sexe, on ne sait jamais lequel doit dominer l'autre. Et en même temps, tant que les femmes blanches ne sont pas aux colonies, il n'y a pas d'épouse légitime possible. L'arrivée des femmes blanches, c'est l'arrivée aussi d'une législation d'interdiction. À partir du moment où elles arrivent dans les colonies, elles interdisent en fin de compte cette, entre guillemets, liberté sexuelle. On ne peut plus garder la petite épouse à la maison et en même temps que la femme blanche arrive. Pour nous, ça paraît banal. Sauf que ça va régenter la vie de dizaines, voire de centaines de millions d'individus. Votre place dans la société, elle est liée à la place que la sexualité vous donne dans l'empire colonial. Les hommes, par exemple, au temps de l'esclavage, les hommes noirs, esclaves, n'étaient pas propriétaires de leurs enfants. C'était le maître. Donc on a à la fois dominé les femmes et retiré leur masculinité aux hommes. Et ça a duré plusieurs générations. Ça a créé un système de domination et un système aussi de frustration et de violence sexuelle où le sexe souvent était le seul espace de promotion sociale pour les femmes. Tout ça fabrique une psychose incroyable. Et dernière question avant qu'on regarde ensemble quelques-uns de ces documents. C'est une histoire qui va du XVe siècle à nos jours, ouais. Donc on ne va pas tout traverser. Mais justement, pour arriver directement à nos jours, comment est-ce que les pratiques et les imaginaires se sont reconfigurés avec les indépendances? Et au fond, qu'est-ce qui reste de cette histoire? Ça tombe bien parce qu'on n'a pas décolonisé les images. On a pensé que l'histoire s'arrêtait
politiquement. On avait vu qu'économiquement, elle avait continué un tout petit peu. On sait aujourd'hui que le néocolonialisme veut dire beaucoup de choses. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on ne s'est pas attaché à déconstruire ces images. On a pensé que parce que le temps colonial s'était terminé, ces images n'avaient plus de valeur. Mais la guerre du Vietnam, ça produit quoi comme type d'image? Les guerres suivantes, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, ça a produit quoi comme image de domination sur le corps de l'autre? Et puis d'une certaine manière, est-ce qu'on a vraiment décolonisé l'imaginaire quand on regarde les web cultures aujourd'hui, quand on voit le tourisme sexuel dans les pays du Sud, quand on voit les scandales qui se passent avec les ONG? En fait, on se rend compte que le Nord... Voilà, vous faites référence notamment à Oxfam. Mais pas que lui. Récemment. Les casques bleus en République centrafricaine il y a quelques années. En fait, on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment décolonisé ce modèle où l'ex-colonisateur se sent toujours chez lui sexuellement quand il va dans ces pays? Pas vraiment. Comme s'il y avait encore cette croyance, cette capacité que nous sommes encore les maîtres des corps au Sud quand on vient du Nord. Alors, image et imaginaire, on commence par... L'art d'aimer aux colonies, d'un célèbre docteur, le docteur Jacobus, qui bien sûr n'existe pas, je vous rassure, qui était un vieux fonctionnaire des colonies et qui, de tous ses périples, avait sorti ce livre qui était encore plus gros que le nôtre, puisqu'il faisait près de 600 pages, et qui expliquait aux petits colonisateurs qui allaient partir, qui avaient souvent 19, 20, 21, 22 ans sur le bateau, qu'aller là-bas, ce n'était pas tromper son épouse ou sa fiancée si on couchait avec une jeune fille, et qu'elles étaient assez particulières, donc il fallait mieux être prévenu. Et donc il décrit à longueur de page la taille des clitoris, le format des jeunes filles, comment leur faire l'amour, et la différence qu'il peut y avoir entre une petite Mauresque du Maghreb, une Kongaï d'Indochine ou une jeune Africaine du Sénégal. C'est incroyablement brut, c'est en vente libre, c'est même recommandé par les colons, car il faut mieux connaître qu'être surpris par les paysages, les corps et les âmes qu'on rencontre. C'est incroyable de se dire que ce livre a eu plus de 30 rééditions, en gros de la fin du 19e siècle jusqu'à la fin des années 30. Alors on découvre aussi dans le livre que la carte postale française, ça voulait dire quelque chose à l'époque. Essayons d'imaginer que ces cartes postales n'étaient pas dans les enveloppes, qu'on écrivait dessus des deux côtés, recto verso, donc les petits commentaires pouvaient être assez croustillants pour l'époque, mais surtout que tout le monde voyait ces images. Y compris les enfants qui, dans la famille, recevaient la carte du grand-oncle, du grand-père ou du père, ou du frère qui était parti aux colonies. Si on censure une femme blanche sur une carte postale en Angleterre, en Allemagne ou en France à l'époque, on ne censure pas une indigène exhibée, nue, à moitié nue ou totalement nue sur ces images. Quelque part, il y a une tolérance parce que ce serait de l'ethnosexualité, d'une certaine manière. C'est qu'on a fabriqué des mondes comme si là-bas, les femmes étaient dénudées. Comme si là-bas, c'était un monde où les femmes attendaient que le colonisateur arrive, lascive et dénudée. Et ça fabrique cette image de l'asiatique, de l'africaine, de la maghrébine, qui, d'une certaine manière, se promènerait à longueur de journée dans des poses à la fois provocantes, invitant aussi au désir, et d'une certaine manière, assumant une sexualité qui serait beaucoup moins corsetée que celle des sociétés occidentales au début du XXe siècle. Oui, dans l'introduction de l'ouvrage dont vous êtes l'un des directeurs, vous dites qu'il n'y a aucun tabou aux colonies, il n'y a vraiment aucun tabou? Aucun. La pédophilie n'est pas un problème, regardez avec Gauguin. Il peut écrire à ses amis en expliquant tout ce qu'il fait aux marquises, tout ce qu'il fait dans les îles, parce que là-bas, la sexualité ne serait pas du même rythme qu'ici. Enfin, Gauguin, quelque part, s'il avait, d'une certaine manière, mis été en pratique par rapport à la justice de son temps, il aurait été accusé de pédophilie. Mais on considère que là-bas, une forme de tolérance de tous les interdits d'ici se libérerait aux colonies. C'est donc un paradis sexuel qui s'offre aux colonisateurs, pas tout le monde. Parce que le paradis sexuel n'est pas valable, bien sûr, dans le sens inverse sur les femmes blanches. C'est donc un paradis sexuel racialisé, dans un seul sens. Mais avec des différences selon les empires, parce que même, c'est-à-dire que la France va produire énormément de cartes postales érotiques exotiques, ouais. Alors que l'Angleterre victorienne va être un petit peu plus modérée. C'est assez étonnant d'ailleurs, on arrive à retrouver ce qui pourrait être des traits culturels de chacune des cultures. Les Italiens vont être extrêmement volubiles, les Espagnols très discrets, les Anglais alors extrêmement cachés, je veux dire, on ne montre pas tout. Dans le système britannique, même en Inde, vous n'avez pas le même type de monstration, sauf peut-être pour Ceylan, de ce que vous pouvez trouver pour l'Empire français. Alors les Portugais, eux, vont jouer à côté métissage, à côté lascif, extrêmement violent. Les Belges vont être très bruts de décoffrage, comme les Allemands. Les Allemands vont être beaucoup dans l'humour. Alors les Allemands. Voilà, là, vous êtes sur une carte postale allemande. Vous voyez, on va jouer sur une soi-disant occidentale. Ce côté, elle se prendrait pour une occidentale habillée, avec une cigarette à la main. Quelque part, elle est une demi-civilisée. Mais en même temps, pour bien montrer qu'elle reste sauvage, on dénude le haut de son corps. Et là, on fabrique quelque chose qui est une sorte de morphotype que tout le monde va voir comme si ce type d'individu existait. D'un seul coup, et ce n'est pas d'autres types de femmes qui se sont mises en scène. C'est elle, donc il y a à la fois un côté méprisant dedans. On fabrique aussi un genre, c'est l'épouse à colon. La femme à colon à travers ce type de personnes. On a même des légendes. Dans tous les pays, vous avez la légende, c'est écrit femme de colon, femme à colon, femme avec son colon, comme si ça devenait un des éléments du décorum colonial. Et ce type d'image vous fabrique d'une certaine manière un type de femme qui serait là essentiellement pour servir le blanc.
Alors en lisant l'ouvrage, on voit que ça vient de loin, hein, ça commence avec du RER, c'est de la peinture, mais il y a quand même une rupture avec la photographie. Oui, la photographie fait du réel. Elle donne le sentiment que d'un seul coup, quelque chose que les gens ne verront jamais. N'oublions pas que 99,9% des gens qui ont vu ces photos n'ont jamais été aux colonies et n'iront jamais aux colonies. Donc on leur fabrique un fantasme qu'ils ne verront jamais. De l'émotion qu'ils ont en image, et la photo, d'un seul coup, ça vous déclenche une émotion du réel beaucoup plus fort, une forme de proximité. Et sur cette image qui est assez rare, vous avez en fait un photographe qui photographie le photographe qui fabrique des nus du porno colonial en fait à la chaîne. Alors les Mauresques, c'est vraiment du porno colonial à la chaîne. Et on voit bien le mécanisme, comment il fonctionne. Il fonctionne parce que là-bas, la liberté sexuelle se mettrait en image. Comme si dans les rues d'Alger, du Caire, de Constantine, il y aurait des Mauresques au sein nus qui attendraient l'arrivée du touriste ou du colon de passage dans ces villes. C'est incroyable parce que l'image de la Mauresque au sein nu a été jusqu'à fabriquer quelque part un imaginaire qui est totalement rentré dans le cerveau des gens, dont beaucoup partaient là-bas, d'ailleurs pour chercher des jeunes hommes ou des jeunes filles, en étant persuadés qu'ils arrivaient dans un harem ouvert. Et comme les femmes avaient quitté le harem quelque part du maître arabe, ils s'offraient dorénavant, un peu comme Angélique Marquise des Ganges, à d'autres nouveaux maîtres du harem, quelque part c'était la rue. C'était dans la rue qu'on trouvait ces jeunes filles. Avec quand même des lieux spécifiques. Ouais. Voilà, Bousbeer, c'est quand même... Il n'y a que les Français pour inventer un lieu comme ça. Enfin, les Américains nous ont imités avec Storyville à New Orleans. En fait, les Français se rendront compte qu'il y a une demande, y compris touristique, que leurs soldats ont besoin de lieux de divertissement. À Casablanca, ils vont inventer une ville dans la ville, c'est Bousbeer. Il y a même une ligne de bus qui allait à Bousbeer. En fait, c'est un millier de prostituées à peu près qui vivaient dans une ville fermée avec des cinémas, des bars, des restaurants, des lieux de divertissement. Et on allait au bordel, mais cette fois-ci, ce n'était pas un lieu, c'était une ville bordel. Et les Français ont inventé ça. C'est-à-dire qu'ils ont inventé quelque part des mondes qui n'existaient pas avant leur arrivée, sont devenus des mondes du réel. Regardez le texte. Est-ce qu'on imaginera aujourd'hui en couverture d'un grand magazine un grand reportage au paradis d'Allah, Bousbeer? C'est-à-dire que c'est aussi une manière de dire que nous sommes bien chez nous là-bas et que ces femmes nous appartiennent et que nous pouvons même créer des lieux qui deviennent des lieux de plaisir. C'est le harem reconstitué, d'un seul coup offert aux soldats et aux touristes. Et vous avez cité Storyville, il faut quand même l'expliquer en New Orleans, secondes parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un sorte de bordel interracial. C'est un bordel interracial. Dans l'Amérique de la ségrégation. Dans l'Amérique de l'interdiction des couples interraciaux et dans l'Amérique de l'interdiction de la prostitution. Et en fait, on allait... pour, en fin de compte, quelque part, le petit bourgeois blanc allait découvrir des femmes octorones, des femmes métisses, des femmes noires, parce qu'il avait un petit guide, le Blue Guide, dans lequel il savait dans chaque bordel la couleur de la peau de la jeune fille qu'il pouvait rencontrer. Storyville, ça a duré jusqu'en 1917 aux États-Unis. Oui, parce qu'il y a des ruptures au moment de la Grande Guerre. Exactement, avec des interdictions de prostitution dans tous les États-Unis, sauf à Hawaï pour les militaires. Alors là, c'était une image qui, quand on l'a trouvée, c'est un collectionneur qui nous a amené cette photo. Elle est incroyable parmi une série de photos. Elle est envoyée donc dans les albums photos à la famille. Souvenir, en fin de compte, de ce monsieur qui vit aux colonies à l'époque. Il n'a aucune retenue. Il est assis sur sa voiture. Il a les mains. On a des centaines de photos de ce type-là. J'en ai vu là pour le livre peut-être des milliers, 5, 6, 7 000. C'est aussi valable pour des Américains qui sont dans les îles que là, cet Européen qui est sur sa voiture dans le sud du Soudan, actuel Mali. Les mains sur les seins, il se fait photographier. C'est sa voiture, c'est ses femmes, c'est sa colonie. Et là, vous avez quelque chose qui est un rapport intimo-naturel. Est-ce qu'on imagine un être humain qui, en 1930, photographierait sa femme et sa maîtresse assis sur une voiture en tenant les seins si c'était des blanches? Non, c'est des propriétés. Et ces photos ne posent aucun problème. C'est-à-dire que vous les voyez bien, elles se démultiplient parce que nous sommes dans une logique de propriété et où la morale, quelque part, qui rendrait interdit ce type d'image ici, s'est totalement effondrée là-bas. Alors, un document... Je vous avoue qu'au début, je me suis demandé qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Claude Bernard vient faire là-dedans? Que fait Claude Bernard? Eh bien, on est au moment de l'Expo coloniale le 31. C'est tous les internes de tous les hôpitaux de Paris. Le thème est, c'est-à-dire l'exotisme, l'Expo coloniale dans Paris. Et donc, tous les internes vont complètement décorer, fabriquer des lieux, sexualité et exotisme dans tous les grands hôpitaux de Paris, où il y a tous ces fantasmes du colon qui attrape ces jeunes femmes au milieu des cocotiers et des arbres. Et si vous faisiez, et l'album montre tous les hôpitaux de Paris. Donc vous avez d'immenses phallus reconstruits. Donc dans les fameux, on a toujours dit que voilà, dans les lieux des internats, la cantine, tout ça. Mais là, on les thématise en 1961. Sexualité et colonie. C'est-à-dire que le fantasme de la colonie, on le voit bien sur les affiches militaires, on aura pu tous les deux prendre une affiche militaire pour en parler. Vous avez le paysage, l'aventure, la petite femme qui va s'offrir. Et bien là, chez les médecins, quand on leur parle colonie, ils pensent quoi sexualité? Parce que c'est rentré dans l'imaginaire du temps. Vous ne pensez pas la colonie sans la sexualité, sa liberté, ses potentialités et justement ses extrêmes. Car c'est jamais une sexualité normée simple, c'est toujours une sexualité de l'extrême. C'est la colonie.
Mais c'est une sexualité qui se diffuse de manière très populaire. Exactement, parce qu'on nous raconte qu'aux colonies, par définition, là, les cœurs peuvent se rencontrer. Regardez, la métisse au cœur tendre. Quelque part, puisqu'elle est métisse, elle serait donc apte, plus facilement qu'une autre, à avoir son côlon et fabriquer un couple. En même temps, les histoires se terminent toujours mal. Parce qu'avec les métis, ça ne peut que mal finir. Les enfants sont une catastrophe s'ils sont métis, et un couple d'un blanc avec une femme indigène ne peut que mal terminer, que mal se finir. C'est terrible parce que le cinéma va reprendre exactement ce thème. Si vous regardez des films dans les années 20, 30 et 40, c'est incroyable. Tout se termine mal quand une métisse est rentrée dans l'histoire et a voulu tomber amoureuse ou fonder un couple avec le blanc. Parce qu'en même temps, c'est un amour impossible. La sexualité est possible, normée, là-bas, pas ici, on ne ramène pas l'indigène ici. Et deuxièmement, attention, que personne ne rêve. C'est un couple impossible. Ou alors, le blanc va sortir de son espace social, celui donc de sa race, entre guillemets, de colonisateur, et va se perdre dans les ténèbres des mondes indigènes. Et de l'autre côté, c'est impossible qu'il y ait une promotion sociale de cette jeune indigène. Tout au plus, elle pourra servir le colon quand il sera là-bas. C'est incroyable parce que c'est devenu à la fois une pensée, presque scientifique, racialiste, colonialiste, et c'est devenu une pensée littéraire, qui a été largement diffusée dans tous ces romans à l'eau de rose, de gare, comme on disait à l'époque, qui étaient vendus dans toute la France, en Angleterre, en Allemagne, un peu partout, puisque ce sont des histoires éternelles. L'Amérique produit les mêmes histoires. Ça se termine toujours mal en Amérique quand une jeune noire veut épouser un jeune blanc. Je ne vous parle même pas de l'inverse, puisque l'inverse, on sait très bien comment ça se finit, ça s'appelle un lynchage. Dans l'introduction que vous signez avec d'autres historiens, qui est blindée scientifiquement, vous posez quand même la question de savoir est-ce qu'on montre des images qui sont quand même parfois d'une violence folle, celle-là. Par rapport à ce qu'on a vu, elle n'est pas d'une violence folle. Elle l'est parce qu'elle est à la fois quelque chose qui montre qu'il n'y a aucune retenue. On est au bordel, au BMC, bordel militaire de campagne militaire. On est dans le sud du Maghreb, dans une petite ville, on ne la connaît pas, et on voit bien qu'il n'y a aucune pudeur et que la mise en scène de la photo, elle est justement de montrer que tout ça appartient à ces militaires qui sont là. Là, on est en quelle année ? On est au milieu des années entre 25 et 30. On voit bien au niveau, qu'on est certainement dans le sud tunisien ou dans le sud algérien, au niveau des uniformes. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est la mise en scène qui est proposée. Il y en a d'autres dans le livre. On voit la mise en scène à un moment de jeunes filles qui font la pyramide des prostituées. Des comme ça, on en a vu des centaines. C'était typiquement le genre de souvenir que les militaires envoyaient à leurs copains restés en France pour leur raconter comment ça se passait à Colombéchard, dans le sud du Sahara, dans le sud tunisien, dans le sud marocain. Car ça faisait partie de leur harem à eux, de leur compensation d'être là-bas, de ce monde qu'ils découvraient et qui devenait le leur, où ils avaient tous les droits. Ils ont tous les droits au point que quand la guerre d'Algérie aura lieu, comme la guerre au Cameroun aura lieu, comme la guerre d'Angola ou au Mozambique aura lieu avec les Portugais, la guerre du Vietnam, ces hommes qui seront militaires 20 ou 30 ans plus tard, leurs successeurs, considéreront qu'avant de partir, il faut violer. Et les guerres coloniales seront parmi les plus violentes sur le corps des femmes qu'on ait connues. Parce que partir de ces empires, c'était donc laisser derrière soi ces femmes. Et la meilleure manière de les punir, d'abandonner quelque part le colon, ça a été de détruire leur corps et donc de les violer. Et donc ces histoires, elles ont un impact réel. C'est que tout ça a fabriqué un droit de propriété sur ces corps. Ce n'est pas simplement des prostituées qu'on mettait en scène là. C'était des prostituées aux colonies. Et par définition, elles n'étaient là que pour servir le blanc et le colonisateur. Merci beaucoup. Merci. Sexe, race et colonie, c'est publié aux éditions La Découverte et donc ce n'était que quelques-unes des 1300 images à peu près qui sont contenues dans ce livre. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup.